Et bonjour à toutes et à tous. Alors, vous avez déjà eu le bonjour de Sixtine ce matin, mais moi, je vous dis bonjour parce que je vous ai pas vu. Enfin, je vous ai un petit peu vu en modération. Vous ne m'avez pas vu parce que j'étais dans une sous-modération. Donc voilà, content de vous retrouver aujourd'hui. Vous m'avez vu un petit peu hier après-midi pour une présentation. Juste une petite présentation, c'était la fin de la journée, la synthèse. Et là, je reprends la main pour ce live métier. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous avez déjà aimé, apprécié la cybersécurité tout à l'heure? Est-ce que ça vous a plu? Qu'est-ce que vous avez retenu? Voilà, n'hésitez pas juste à nous dire oui, on a bien aimé ou non, ça nous a pas trop intéressé. Comme ça, on prend un petit peu en note ce qui s'est passé. On a Maëlys qui va être présente en modératrice, donc qui va vous résumer un petit peu ce qui va être dit pour la présentation de ce métier. Nicolas va arriver, va vous présenter son métier de CRO Leads. Alors là, tout de suite, je vous dis CRO Leads. Est-ce qu'il y en a dans le chat qui savent de quoi je parle? Même moi, pour l'instant, je ne sais pas de quoi je parle, donc ça va m'intéresser aussi ce live métier, parce que je vais en apprendre sur un métier que je ne connais pas. Et c'est bien évidemment l'objectif de ces vidéos, tout simplement, de ce petit live qui va arriver. Est-ce que vous êtes aussi au fait tout simplement du sommaire d'un live métier avant qu'on accueille Nicolas? On va vous résumer ça, encore une fois, vous dire comment ça se passe, parce que des fois, je vois des petits messages quand je suis en modération sur mais quel parcours a fait le professionnel, etc., par quoi il est passé, quelle spécialisation. Et vous inquiétez pas, ça arrive, mais il faut juste des fois un petit peu attendre que la partie spéciale sur le parcours du professionnel arrive tout simplement. Donc au tout départ, ce qui se passe, c'est qu'on parle un petit peu en quoi consiste le métier du professionnel. Donc on l'interroge à travers 6 images, vous commencez à connaître, de toute façon on est mercredi, vous avez le plan en tête, 6 images qui nous permettent de décrire un petit peu le métier, que ce soit dans son quotidien, mais aussi le métier en général. Ensuite on arrive en deuxième partie, un cas concret. Donc typiquement, le cas concret, si vous voulez, c'est une mission précise qu'a à faire Nicolas avec une problématique qui lui est donnée et comment justement il va résoudre cette problématique. Ensuite, on arrive sur le fameux parcours. Ça, c'est quelque chose qui vous intéresse souvent. Vous vous dites, mais par quoi est-ce qu'il est passé? Qu'est-ce qu'il a fait après le baccalauréat? Tout ça. Ça arrive, mais ça arrive en troisième partie. Donc, vous inquiétez pas. Soyez un petit peu patient. Ça arrive à peu près à la moitié de la vidéo, à la moitié du live. En avant-dernière partie, on a ce que tu préfères dans ton métier. Donc, les plus et les moins. Bon, comme dans chaque métier, il y a des petits moins, mais on va surtout aussi s'attarder aux plus. Et enfin, on finit toujours par un cliché ou une anecdote. Je vous spoil pas, parce que ça va être pour ce live métier. Donc, je vous laisse la surprise, bien évidemment, pour voir justement ce que Nicolas nous réserve pour son métier de CRO Leads. Encore une fois, si vous savez déjà de quoi on va parler, mettez-le dans le chat. Si vous dites « Ah non, je ne sais pas de quoi on va parler », vous le dites aussi. De toute façon, on est là pendant quelques minutes encore pour justement découvrir ce métier. Sans plus tarder, on va accueillir Nicolas. Bonjour Nicolas. Comment vas-tu? Est-ce que tu es prêt à présenter ton métier? Bah, écoutez, bonjour tout le monde, et ravi d'être là pour répondre à vos questions. Eh ben, c'est super, c'est super. Et justement, avant qu'on arrive aux 6 images qui présentent un petit peu ton métier, est-ce que tu peux le résumer assez rapidement? Voilà, CRO Leads, peut-être des termes qu'on ne connaît pas, des termes un petit peu complexes. Est-ce que voilà, tu peux un petit peu très vite faire résumer ça pour qu'on ait un petit peu une idée déjà de quoi on parle? Alors CRO Lead, un acronyme, un anglicisme pour Conversion Rate Optimization. C'est-à-dire que je suis en charge d'optimiser le site de Chanel, donc lechannel.com, pour vendre plus, tout ça par la connaissance client et la donnée. Donc c'est comment on va exploiter toutes les informations qu'on a sur la manière qu'ont nos utilisateurs d'utiliser nos plateformes pour identifier des endroits où ils peuvent potentiellement rencontrer des frictions, où ça ne se passe pas exactement comme on le souhaiterait, et ensuite tester, toujours essayer d'améliorer pour arriver finalement à nos objectifs d'expérience client et de performance business. Très bien, très bien. Donc, si je résume encore une fois, et tu me dis si je me trompe, faire en sorte que la plateforme, le site en fait de Chanel soit le plus optimal possible pour que vous arriviez à le convertir soit en vente ou soit que les personnes qui viennent sur le site de Chanel, elles arrivent à trouver ce qu'elles viennent chercher en fait finalement assez facilement en changeant un petit peu le web design des fois aussi du site, quoi. C'est ça, c'est super bien résumé. Ok, super. Yes. Pour l'instant, je suis dedans. Pour l'instant, je suis dedans. N'hésitez pas Parfait. si vous avez des questions dans le chat. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, justement, on est là pour répéter. On a plein de bonjours. Bonjour de la part de Julia, bonjour de la part de Tom, etc. Donc, ils sont tous au taquet pour t'écouter. Et passons justement aux 6 images qui vont nous aider encore plus à présenter ton métier. Alors, justement, en première image, on va avoir en haut à gauche une petite présentation du site Chanel, tout simplement. Exactement. Donc, normalement, on était censé afficher ici 6 images pour décrire Mm. notre journée type.
Ouais. Donc, que vous le sachiez, j'ai plutôt voulu, en fait, vous expliquer le cycle de l'optimisation de la conversion. Donc, c'est Ok. pas forcément ce que je fais au sein d'une journée. Et en réalité, c'est ce qu'on appelle mon métier de l'optimisation continue de la performance. Donc, c'est vraiment quelque part un cycle qu'on déroule et qu'on recommence. Donc, première image, le site internet. Évidemment, comme je l'ai dit, c'est mon périmètre d'action. Je travaille sur le périmètre Europe chez Chanel, principalement sur le site chanel.com, mais on a aussi des applications. La deuxième image, elle est ici pour illustrer justement la donnée, la data. Donc, le début de l'histoire, c'est toujours de se dire, on a une interrogation business, on se demande comment réagissent nos utilisateurs sur notre plateforme. On a aujourd'hui à disposition des outils qui nous Ouais. permettent de savoir combien de personnes sont venues, est-ce qu'elles ont scrollé pour aller voir les éléments qui sont en bas de page, est-ce qu'elles ont cliqué, combien de temps elles ont passé ici, est-ce qu'elles ont finalement fait un add to cart sur ce produit ou non. Donc, on a beaucoup de données qui nous permettent justement d'analyser ça et d'avoir des hypothèses. Ça reste des hypothèses, mais qui sont quand même appuyées sur des éléments tangibles et concrets. Donc, ça, c'est pour la deuxième image. La troisième image, c'est une fois qu'on a ces constats, il faut du coup réussir à les transformer en idées d'optimisation. Donc, Yes. voilà le problème que j'ai identifié dans la donnée. Voilà la manière, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que je pourrais mettre en place pour essayer de résoudre ou limiter le problème que j'ai identifié. Deux idées dans cette image. Tout simplement le fait d'avoir ce qu'on appelle des use cases, donc des scénarios d'optimisation, des scénarios de test, mais aussi des post-it. Chez Chanel, c'est quelque chose qu'on fait Ok. en communauté, j'ai envie de dire. Donc, il y a vraiment mon pôle d'expertise qui est là pour le socle data, pour le socle best practice, mais chacun est expert de son métier. Finalement, vous tous qui m'écoutez aujourd'hui, vous êtes à même d'aller sur le site et de dire ici, j'ai rencontré cette problématique. Si ça avait été comme ça, sans doute que ça aurait mieux marché. Donc, Ok. nous, on collecte la donnée et ensuite, on la diffuse justement dans l'organisation et on demande aux gens, souvent dans des ateliers d'idéation, justement de nous donner via des post-it plein d'idées Ouais. auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé pour répondre un petit peu plus aux besoins de nos utilisateurs. Et moi, là, ce que je me dis tout de suite, quand tu me dis tout ça à peu près sur ces trois premières images, c'est, enfin, l'idée qui me vient en tête, c'est de me dire, est-ce que encore en 2026, un site, par exemple, de l'ampleur de la marque Chanel, bien évidemment, il a encore besoin d'être amélioré? Est-ce qu'au bout d'un moment, enfin, moi, de base, la première question que je me dis, enfin, ouais, ce que je me dis tout simplement, c'est une maison comme Chanel, en fait, finalement, en 2026, son site, il n'a pas besoin de s'améliorer, il doit déjà être quasiment parfait, en fait. Mais de ce que je comprends, il y a toujours des améliorations possibles. C'est vraiment quelque part, ça porte bien son nom, c'est vraiment de l'optimisation. Donc, effectivement, le site marche, on a des ventes, mais on peut toujours optimiser, Ok. le taux de conversion global, ou alors se focus sur des éléments qui sont secondaires. Donc, on a beaucoup de services, par exemple, comment on peut améliorer le store locateur pour faciliter le fait de rediriger nos utilisateurs en boutique. On a sur nos pages parfum beauté, make-up, principalement maquillage, un outil qu'on appelle le try-on, où les personnes peuvent du coup se visualiser à l'écran Oui, oui, oui. avec leur maquillage, etc. Donc, il y a plein de choses à optimiser. Les templates évoluent, il y a souvent des redesigns, souvent des choses. Donc, c'est vraiment des cycles finalement continus. Il y a toujours des zones d'optimisation. Ok, 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 très bien, super, super. Et ensuite, donc, pour les autres petites images, celles qui sont plus en dessous. Tu m'as permis en réalité une bonne transition avec la suivante, à savoir la priorisation. Ok, Donc, de ces ateliers, de ces données découlent énormément d'idées. On a un trafic limité, on n'a pas 50 templates non plus. Quand je dis les templates, c'est une page produit, une page de liste, une page d'accueil, etc., mm, etc. Donc, il faut qu'on sache prioriser les tests sur la base d'éléments tangibles. Quels sont ceux desquels on attend le plus haut impact? Quels sont ceux qui sont le plus faciles à intégrer? Il y a plein de critères finalement qu'on prend en compte pour prioriser ces idées de test-là et s'assurer finalement de lancer celles dans lesquelles on le croit le plus et qui nous permettront d'avoir le plus gros retour sur investissement. Donc ça, c'était pour la quatrième image, la priorisation. Et une fois qu'on a fait tout ça, donc 1, la donnée, 2, les idées, 3, prioriser ces idées, finalement, on rentre mm. dans ce qui est le concret de mon métier. Donc ici, j'ai voulu ajouter une illustration accessible de ce qu'est la B-test, ce que peut être la B-test. Typiquement, ici, on voit le même site sur l'image, à gauche avec un petit visuel, à droite avec un gros visuel qui prend une
grosse partie de l'écran. Donc ici, c'est évidemment un cas de test bête et méchant pour illustrer ce que c'est l'A/B testing, mais c'est assez fou, et ça, je trouve que c'est important de le partager aujourd'hui, parce que beaucoup de gens n'ont pas conscience que ça existe. C'est vraiment quelque chose qui va se faire sur le vrai site. Donc là, deux personnes qui vont sur channel.com peuvent être exposées à deux pages différentes, ou deux éléments sur la page qui sont différentes. Et du coup, on va vraiment savoir, sur la base des vrais utilisateurs, ce qui marche réellement mieux à la fin. Et un peu la durée un peu de l'A/B testing, c'est quelle échelle à peu près? Alors, c'est très variable, mais c'est une très bonne question parce que c'est lié, je pense qu'on en parlera plus tard. Je sais qu'il y a souvent des questions sur les matières, et cetera, qui sont importantes pour ce métier-là. C'est en réalité de la statistique finalement derrière. Et on a besoin d'un certain volume de sessions pour être sûr que le gain ou la perte qu'on observe est vraiment dû au changement qu'on a en place. Et donc, si on fait un test sur une page produit sur laquelle on a énormément de trafic, ça peut être très rapide, dans une semaine à 2 semaines. Mais si maintenant on fait un test sur une zone où on a peu de visiteurs, forcément, il va falloir attendre beaucoup plus longtemps pour avoir quelque chose de mesurable. Ouais, tout à fait. Ouais. Tu l'as dit, en fait, s'il n'y a pas assez de personnes de trafic sur cette interface précise, tu peux pas t'appuyer là-dessus pour dire là, ça nécessite un changement ou justement pas de changement. Exactement. Ok, très bien, très clair pour l'A/B testing. Est-ce que vous avez compris l'A/B testing? N'hésitez pas à nous dire. On a Foulemata qui demande quelles sont les différentes missions dans votre métier. Je pense que là, on est parfaitement là-dessus, Foulemata. On est en train de voir justement à peu près toutes les missions qui passent au niveau du métier de Nicolas. On va avoir un cas concret finalement juste après qui vous permettra d'avoir peut-être une meilleure compréhension des problématiques qu'on cherche à résoudre. En tout cas, sur la dernière image, je voulais quand même sur cette slide parler encore de finalement le dernier step et presque le plus important de toute cette démarche, c'est la communication, c'est-à-dire l'évangélisation autour de ces sujets-là. Pourquoi? Parce que c'est encore assez nouveau, même si maintenant ça commence à être bien en place dans les organisations. Mais une fois qu'on a un résultat, il faut présenter, savoir valoriser l'impact qu'on a pu avoir, savoir valoriser la donnée, savoir valoriser la méthode aussi, parce qu'on est mine de rien pas trop éloigné encore d'une époque où les décisions se prenaient un petit peu au doigt mouillé en disant moi je pense que ça marchera mieux comme ça. Donc aujourd'hui, il faut pousser toutes les équipes à rentrer dans ce cycle de tests, de mesures, de se baser sur des éléments tangibles pour prendre des décisions qui peuvent avoir un impact sur le business. Donc voilà, dernière image, la communication, l'évangélisation autour de ces sujets à chaque étape finalement de l'optimisation et du cycle que je viens de présenter. Et tu disais justement s'appuyer sur quelque chose de tangible, sur des chiffres, des datas, des statistiques. Est-ce qu'il y a des moments aussi où les statistiques en elles-mêmes, elles donnent pas une réponse suffisamment objective pour prendre une décision et faut se baser plutôt sur des logiques d'utilisation où à chaque fois, en fait, les chiffres, ils disent la vérité absolue et on se base là-dessus et on ne répond qu'aux réponses que nous a envoyées les chiffres, en fait, finalement. Encore une fois, on revient finalement à l'échange qu'on a eu il y a un instant. Des fois, on a assez de volume et on observe une différence avant-après qui est suffisamment importante pour qu'on soit sûr via les chiffres que, OK, c'est cette version qui marche mieux que l'autre. Parfois, il s'avère finalement que les résultats sont neutres, on n'a pas de variation, ou alors, comme on l'a expliqué tout à l'heure, qu'on n'a pas assez de volume de données pour avérer finalement le résultat. Ouais. Dans ce cas-là, on peut faire aussi ce qu'on appelle des tests qualitatifs, donc du user testing, où là, on ne va pas avoir le volume qu'on a dans cette démarche-là, parce que pour le moment, effectivement, comme je le disais, on teste sur le site, donc il y a énormément de gens qui visitent le site channel.com, vous pouvez vous en douter. Si on fait du user testing, c'est plutôt dire, on va interroger 10 personnes et sur la base de leur retour, prendre des décisions. Donc c'est un échantillon qui est moins représentatif, mais on va pouvoir aller plus en profondeur sur le pourquoi vous pensez que c'est mieux, pourquoi vous avez utilisé la plateforme comme ça, pourquoi vous n'avez pas fait ça, etc. etc. Ok, très clair pour ma part. On a plusieurs questions qui se ressemblent, de Tom qui l'a posé tout à l'heure et Foulemata encore une fois qui demande quelles sont les compétences requises. Alors les compétences requises, j'ai envie de mettre derrière cette question les qualités. On va dire que dans tous les cas, dans chaque métier que vous allez avoir, j'imagine durant ces lives, vous allez pouvoir faire dans votre vie, il y a des compétences qu'on appelle soft. Donc c'est plutôt les qualités, on va dire, intrinsèques d'une personne qui peut le rendre bon dans ce métier-là, et les compétences hard. Donc ça, c'est plutôt savoir utiliser, j'en sais rien, par exemple ici, savoir utiliser Excel,
savoir coder un petit peu, vu que les A/B testing, ça reste finalement ça reste du dev. Il y a le fait d'être confortable à l'oral, de savoir présenter en public, etc. Ouais. Donc, sur le hard, il y a vraiment ça, je dirais, savoir utiliser Excel, les chiffres, être assez, assez lead, assez moteur finalement au niveau des idées, au niveau de sa roadmap. Après, en Ok. qualité, je trouve que c'est presque ça qui est le plus important justement sur ce que je disais être les softs. Il y a la curiosité, vous l'avez compris. L'A/B testing, en soi, c'est tout le temps poser la question du pourquoi, 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 pourquoi. Si on Ouais. regarde les données, pourquoi j'observe ça, pourquoi les gens font ça et pas ça, c'est être curieux, rien lâcher, se poser tout le temps la question du pourquoi. Ok. Forcément, l'esprit analytique et le sens critique. Sens critique parce que c'est dans la même, finalement, dans la même thème de ce que je viens de dire, c'est toujours challenger l'existant. Et si on revient à ta question tout à l'heure, Chanel marche déjà très bien. Oui, mais non, on peut toujours faire mieux. Qu'est-ce qu'on doit améliorer? Pourquoi? Donc vraiment un sens critique, un sens business aussi, parce que quand on analyse des données, il y a énormément de choses qu'on peut analyser, énormément de questions qu'on peut justement se poser. Comment on les priorise? Quelles sont les vraies questions? Quelles sont les questions qui ont de la valeur business pour l'organisation dans laquelle je travaille? J'ai envie de dire aussi la résilience, parce que sur 10 tests qu'on peut lancer, tout n'est pas rose. Potentiellement, il y en a 8 qui ne marchent pas. Donc, ça peut être frustrant. Ouais. Il faut toujours se dire, bon, OK, j'ai passé, j'en sais rien, 3 semaines, un mois à travailler sur ce projet-là et finalement, ça ne marche pas. Qu'est-ce que j'ai appris en réalité? Qu'est-ce que ça veut dire de mes utilisateurs? C'est quand même toujours utile. Et puis voilà, la rigueur méthodologique, forcément, vu qu'il y a un petit peu de match, je l'évoquais tout à l'heure, et la pédagogie, on en a déjà parlé sur justement présenter les learnings et convaincre finalement d'aller à la prochaine étape et d'intégrer l'évolution qu'on a pu amener, quoi. Eh ben super, ça nous fait un très beau panel de compétences. J'espère que vous avez bien noté parce il vous faudra un petit peu tout ça justement. Donc merci beaucoup Nicolas pour ces présentations. Et on peut passer maintenant à justement le cas concret, tout simplement. Donc là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, présentation d'une petite problématique qui pourrait arriver dans les missions de Nicolas et comment est-ce qu'il va faire justement pour solutionner tout ça et arriver justement à achever cette mission. Qu'est-ce que tu nous as présenté? Alors, c'est pour le coup, le titre porte très bien la slide. Cas concret, c'est un cas qui a environ 2 mois. On s'est posé la question de comment améliorer justement les performances spécifiquement de notre page produit maquillage. Ok, Donc, comme je l'expliquais dans le stick tout à l'heure, on est allé dans la donnée, on a analysé énormément de choses et on s'est rendu compte que parfois, sur notre page, en réalité, vous le savez, un rouge à lèvres ou un fond de teint, par exemple, sont disponibles parfois en plusieurs teintes. ouais, Et donc, on affiche les différentes teintes, en tout cas les 6 premières teintes disponibles, directement sur la page produit. ok, S'il y en a plus, il faut cliquer pour voir les autres. Bon. ok. Dans la donnée, on s'est rendu compte que tous les gens qui étaient exposés à des teintes out of stock, ça ne veut même pas dire qu'ils étaient sur la page produit, juste le fait de les voir affichés à l'écran, Oui, convertissait moins. Donc, en gros, c'est ça le problème qu'on a identifié dans la donnée. Et donc, du coup, forcément, la problématique qui va avec, c'est comment on réduit l'impact justement des teintes out of stock, donc qui ne sont plus disponibles à l'achat sur le site, sur le taux de conversion global de nos visiteurs qui consultent justement ces pages produits-là. Et donc là, quelle solution? Je ne vous donne pas une solution concrète ici, parce que l'idée, c'est vraiment d'insister sur sur la méthodologie, sur le processus que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et ouais. donc la réponse, c'est qu'en réalité, il n'y a pas une solution, il y en a plusieurs, et on est en train d'en tester une, deux, trois, pour voir finalement quelle est la solution qui marche le mieux. Ok, très bien. Donc, si je comprends bien, en fait, c'est que sur la plateforme, on voyait donc les différents panels, les 6 panels de couleurs sur un rouge à lèvres, par exemple, et qu'on Exactement. voyait pour certaines couleurs out of stock ou pour toutes les couleurs out of Non, stock. pour certaines couleurs. C'est-à-dire Ok, que, admettons, pour rentrer vraiment dans le détail, et ceux qui ont un ordinateur à côté d'eux, n'hésitez pas à aller voir du coup une page produit maquillage rouge à lèvres, par exemple, sur le site de Chanel. ouais, Admettons, un rouge à lèvres est disponible en 18 teintes. ok, Ce qu'on vient de dire, c'est que sur la page, il y a 6 teintes qui sont affichées. Et ouais, pour les 12 autres, il faut cliquer pour voir finalement les autres teintes qui sont existantes. ok, Sur ces 6 shades, ces 6 teintes qui étaient affichées, parfois on voyait que le petit rond était barré en disant cette teinte-là n'est pas dispo. Donc c'est-à-dire que l'utilisateur, hmm, sur les 6 teintes qu'il voyait directement en arrivant sur la page,
ils prenaient tout de suite conscience finalement que, il y a des teintes qui n'étaient pas disponibles, ce qui pouvait l'inciter justement à accéder à cette teinte alors qu'il n'allait pas pouvoir l'acheter. Mmh. Et donc on s'est rendu compte que voilà, il y avait un problème lié au fait, tout simplement, pourquoi valoriser sur une page produit des teintes que l'utilisateur ne va pas pouvoir acheter aujourd'hui? Ouais. Donc comment on minimise justement, et peut-être qu'on peut même le prendre dans l'autre sens, c'est comment on fait pour maximiser, le fait d'exposer à nos utilisateurs des produits qui sont achetables au moment de leur visite. Ouais, tout à fait. OK, d'accord. Mais après, si ils sont out of stock, quel va être, vous, votre objectif autour de ce produit-ci? Puisque dans tous les cas, il va pas être disponible. Comment est-ce que vous pouvez quel va être l'objectif de votre optimisation? Si dans Là, tous les cas, l'objectif de notre optimisation, typiquement, c'est de se dire: les utilisateurs, quelque part, souvent se laissent porter par le design. oui, Donc si maintenant je valorise 6 teintes sur la PDP, quelque part, on les incite à cliquer sur ces teintes pour aller les consulter. ouais, Or, les inciter à aller consulter une teinte qui est out of stock, ça peut ouais, générer de la frustration, ouais. et c'est pas bon finalement pour l'expérience d'achat, ni pour les ventes Mmh. en elles-mêmes. OK. Donc c'est plutôt de se dire, plutôt que de les inciter à aller voir une teinte out of stock, et donc là je rentre dans le détail d'une des solutions qu'on a apportées, pourquoi ne pas remplacer cette vignette d'un produit d'une teinte out of stock par une autre teinte, mais qui elle est disponible. Comme ça, les 6 teintes affichées sur la page produit ne Mmh. sont que des teintes accessibles. Donc on n'agit pas sur le produit out of stock en tant que tel, pour répondre à ta question, parce que ce produit reste out of stock, on ne peut Ouais. pas le changer. En revanche, on arrête de l'exposer tout simplement pour rediriger les utilisateurs vers des produits en stock et leur éviter la frustration, liée justement à cet affichage-là. OK, je comprends, c'est beaucoup plus clair pour moi, merci. Donc, est-ce que vous avez bien tout compris? N'hésitez pas, encore une fois, si vous avez des questions dans le chat, à les poser. Et ce que veut montrer Nicolas, et tu m'arrêtes si je me trompe, c'est vraiment cette idée qui est présente, justement, comme c'est écrit dans les solutions, de dire qu'il n'y a pas forcément une seule solution, mais comme il vous l'a présenté tout à l'heure, qu'on passe par toutes les étapes précédentes, justement, que ce soit même la priorisation, etc., et les différents tests, l'A/B testing, etc., pour voir justement quelle solution pourra aboutir. C'est vraiment ça un peu le rôle de Nicolas, c'est justement de voir quelle solution, plusieurs solutions il peut y avoir, et ensuite de se décider sur la toute fin par rapport aux différentes données qu'il arrivera à récolter, quelle est certainement la plus intéressante à mettre en place sur toutes celles qui vont être proposées et celles qui va générer les idées qui va y avoir. J'ai même envie d'ajouter qu'il n'y a pas de toute fin, parce que Ok. justement, c'est de l'optimisation continue. Donc, quand bien même on va trouver parmi nos 3 premières idées celle qui fonctionne le mieux, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas s'arrêter de chercher pour en trouver une 4e qui sera encore meilleure. Elle sera toujours. Donc en fait, tu reviens sur la question que je t'ai posée tout à l'heure. Le site Chanel, il restera toujours à optimiser, même si vous mettez en place des Exactement, mises à jour, il continuera à être optimisé. Très très c'est bien. ça. On avait une question tout à l'heure de Tom, et je la trouvais très intéressante, qui demandait est-ce que l'IA risque d'avoir un impact ou sera dangereux pour ton métier dans le futur proche, futur lointain? Voilà. Alors, l'IA va avoir un gros impact sur tous les métiers qui sont liés à la data, à la donnée, dans tous les Ok. cas. C'est un vrai accélérateur. Ça permet, aujourd'hui, on est en train de tester justement beaucoup d'outils qui nous permettent de dégager de l'insight plus rapidement, de ne pas avoir nous-mêmes à aller chercher, analyser toutes les données, et cetera, et cetera. Donc, est-ce que ça va avoir un impact? Oui. Pour le moment, moi, l'impact est positif, c'est-à-dire que je ne me sens pas du tout, honnêtement, en danger. C'est plutôt une aide. On peut interroger une IA sur que penses-tu de ce design, et cetera. Ça peut parfois nous donner des idées au même titre finalement que les ateliers, les workshops que j'évoquais tout à l'heure. On va demander à d'autres gens leur avis pour trouver des idées auxquelles on n'a pas pensé. Ça peut nous faire gagner beaucoup de temps dans le développement. Donc vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'IA qui sont spécialisés dans le code. Donc Claude, par exemple, notamment, beaucoup parlent de Claude qui est vraiment pas mal sur cette brique de développement. Donc aujourd'hui, par exemple, sur mon périmètre, pour répondre précisément à la question, s'il y avait vraiment un métier qui était plus en danger que les autres, je dirais que ce ne serait pas le mien. C'est Ok. vraiment sur l'idée, toute la méthodologie, toute l'approche autour de l'optimisation, mais typiquement sur les développeurs en tant que tels. Aujourd'hui, de plus en plus de solutions d'A/B testing embarquent une brique IA où la promesse, c'est de pouvoir justement développer nos A/B tests sans faire appel à un développeur. Donc, on est au début de tout ça. Évidemment, aujourd'hui, on se passe encore de personnes, mais Ouais, c'est oui. peut-être la direction que ça va prendre dans les années à venir, effectivement.
Donc voilà. Donc Tom, tu as eu ta réponse, bien évidemment que ça aura un impact, et notamment sur les volets qu'a décrit Nicolas. On a plusieurs questions qui arrivent sur quels sont un petit peu les parcours que tu as fait, secteur professionnel, etc. Je pense que ce sont des parfaites questions au bon moment pour qu'on enchaîne sur cette troisième partie qui est justement ton parcours. Voilà un petit peu tout ça. Et la première question que je vais te poser avant qu'on arrive sur après la troisième, après le bac, après les études, c'est est-ce que tu avais déjà cette appétence, ce goût, cette envie de travailler dans ce métier quand tu étais tout jeune ou pas? Absolument pas. Et je l'ai écrit du coup noir sur blanc après le bac, le zigzag. Et je pense que vous allez rencontrer beaucoup de profils dans ces live métiers, mais si moi je devais laisser voilà, un message à ceux qui nous écoutent, c'est qu'il y a certaines personnes qui ont la chance, comment dire, d'avoir une passion, une espèce d'évidence, un projet clair depuis toujours. Et pour ces personnes-là, c'est tant mieux. Personnellement, mon parcours m'a montré que chaque expérience, finalement, te permet d'affiner ton projet, d'affiner tes envies, d'affiner ce dans quoi tu es bon. Et Ouais. pour moi, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Donc, on pourra rentrer dans le détail si certains le veulent. Mais je considère vraiment que c'est un enchaînement de décisions et de choix spécifiques qui m'ont amené ici petit à petit. Ok, ok, très très bien, très bien. Et donc, après la troisième, tu étais un élève turbulent et bavard. Les professeurs te réprimandaient très souvent, donc ça n'allait pas, Nicolas, en cours. Qu'est-ce qui se passe? Ça n'allait pas du tout. C'est d'ailleurs pour ça que en off, avant d'aller dans le live, je te demandais s'il y avait des élèves du collège de Colmar, parce que ce serait très très drôle aujourd'hui que Madame Curti, ma CPE, me voit intervenir dans un live métier. Mais effectivement, élève turbulent, bavard, donc pas méchant, mais forcément pas le plus simple à encadrer, diraient mes professeurs de l'époque. J'ai pour autant fait voilà, continuer mes études. J'ai fait un lycée, donc un bac ES. Je crois que ça n'existe plus aujourd'hui, mais donc économique et social. Et du coup, le zigzag, je pense que c'est la partie la plus intéressante. Je la fais très vite et chronologiquement, mais pour vous dire qu'on peut être à un moment donné perdu et finalement, on va trouver petit à petit son chemin. Donc, en sortie de bac, j'ai fait du coup un bac plus 2, DUT technique de commercialisation. Pas par vocation particulière, mais tout simplement parce qu'on me disait que j'étais à l'aise à l'oral, que j'avais des bonnes appétences sociales et que ça pouvait coller pour moi. Ok, Donc, voilà, formation où quelque part, on continue ses études dans ses études pardon, dans un cadre assez similaire au lycée finalement. Et voilà, sur des domaines qui a priori étaient OK pour moi. est-ce que Donc, tu peux juste un petit peu avant expliquer ce que c'est que le DUT? Tu dis que c'est un petit peu similaire justement au lycée, etc. pour les élèves qui n'ont pas trop l'acronyme ou qui voient ce que c'est. Et voilà, si tu peux. bah, bien sûr, bah, alors quand je dis similaire au lycée, c'est-à-dire qu'après le bac, en tout cas à mon époque, et c'est encore le cas, je pense, aujourd'hui, je ne suis pas si vieux, mais on a le choix entre deux parcours, c'est-à-dire des parcours où quelque part on est directement dans le grand bain et on doit se gérer. Hmm. C'est-à-dire ceux qui vont faire des prépas, ceux qui vont faire de la fac, etc., etc. Tu vas en cours ou tu vas pas, c'est ton affaire. Ouais. En été, il y a quand même un cadre. Donc, tu Ok. as un agenda, tu as des cours, tu as des devoirs, tu as des choses. Donc, il y a toujours ce format un petit peu lycée, tout en Ouais. étant voilà, beaucoup plus, entre guillemets, concret que les matières généralistes qu'on peut avoir au lycée. Mais donc, c'était, dans mon cas, élève turbulent, pour y revenir, quelque chose de parfaitement adéquat. Ok, très bien. Bien, merci pour cette petite présentation. Donc, en tout cas, voilà, le DUT, c'est la première étape. Fin d'année, enfin, fin de DUT, finalement, on se retrouve toujours dans ce même scénario. Bon, bah, je ne sais pas, toujours pas précisément ce que j'ai envie de faire. Ok. Il se trouve que j'ai eu la chance, moi, pendant ce DUT, de partir 6 mois en échange à Montréal. Ok. Et ça m'a donné une première envie qui était de dire, bah, en fait, j'ai envie de faire du commerce international. J'ai envie de coupler l'aspect commerce que j'avais avec l'aspect international que j'ai justement récupéré via cette expérience qui m'a été proposée. D'où Ok. le fait de faire derrière une licence professionnelle. Donc ça, je crois que ça existe toujours. C'est une formation en un an après un bac plus 2, qui a Ok. normalement vocation à te lancer sur le marché du travail. Donc j'ai fait une licence professionnelle commerce international. Et donc D'accord. là où c'est intéressant par rapport à ce que je disais de construire son parcours petit à petit, c'est que durant cette licence, j'ai fait un stage chez ce qu'on appelle un pure player. Donc un pure player, c'est un site internet qui, grosso modo, enfin, c'est une entreprise qui ne vend que en ligne. C'est-à-dire il n'y a pas de Ok. boutique physique. Ok. 100% de son business est en digital. Et Pure donc on player, c'est ça? pure player, ça s'appelle Ok. exactement. Ok.
Et donc, mon métier à ce moment-là, c'était justement d'aller sourcer des nouveaux fournisseurs, etc. Donc, c'était vraiment en lien avec ma formation. Donc, vraiment un job finalement plutôt commercial, plutôt développement Mhm. d'activité. Mais vu que j'étais chez un pure player et que justement j'aimais bien papoter un petit peu avec tout le monde, j'ai découvert des nouveaux métiers. Donc, j'ai découvert qui était en charge d'optimiser le site et notamment de faire ce qu'on appelle du SEO, donc du Search Engine Optimization, qui est en réalité une expertise qui a vocation à positionner son site sur Google dans les premiers mots-clés, parce que bon, vous tous, quand vous utilisez Google, généralement, vous n'allez pas en page 10, vous cliquez sur les premiers résultats. Et donc, en fait, c'est ce stage qui a commencé à m'orienter dans le digital. Donc, pas du tout une vocation de base, mais j'ai vu ce métier, ça m'a plu, et en fait, j'ai refait une licence pro, ce qui est de base assez bizarre, mais quelque part une Ouais. espèce de réorientation pour me Ok. spécialiser dans ce métier-là. Et donc après, petit à petit, voilà, c'est ça qui m'a mené dans le digital dans un premier temps. Et après, bon, j'ai aussi fait 6 mois de stage à Pékin dans ce domaine-là, dans une agence qui, elle, avait une vision digitale 360, dans laquelle j'ai découvert un nouveau métier qui se trouve être le métier que je fais aujourd'hui. Ok, donc oui, oui, vraiment, en fait, au fur et à mesure, comme tu l'as très bien dit au tout début, tes expériences t'ont amené à chaque fois à te spécialiser, à apprécier telle ou telle chose. Et puis en plus, tu as fait différents pays, que ce soit le Canada et que ce soit la Chine. C'est ça que tu m'as dit en deuxième? Oui, c'est ça, à Pékin, Ouais. exactement. À Pékin. Donc ça te permet aussi de voir peut-être différentes manières un peu de fonctionner sur ce type Exactement. de... C'est sûr, ça donne une grosse ouverture d'esprit, je pense, et une autonomie aussi. Ok. Montréal, je suis parti quand j'avais 18-19 ans, donc aujourd'hui, c'est peut-être plus courant de faire des mais à l'époque, c'était assez lunaire pour les gens qui étaient dans mon entourage de partir si jeune à l'autre bout du monde. Mais voilà, donc évidemment, tu découvres d'autres métiers, c'est ça qui a vraiment été mon tremplin. La partie culturelle et la partie autonomie, c'est plus, comment dire, c'est plus une évolution personnelle que professionnelle ou une évolution de parcours. Et pour finir, pour dire à quel point c'est en zigzag, suite à ça, j'ai travaillé 1 an. Donc, j'ai été sales dans une agence web. Donc, j'ai mixé finalement, les deux trucs que j'avais Ouais. développés jusqu'à présent, tout simplement pour me rendre compte ensuite que, bon, en réalité, j'avais envie d'un métier peut-être plus, je sais pas comment dire, le mot me vient pas, mais où je réfléchis plus, où je me tords un petit peu plus les méninges. Et donc, j'ai décidé de reprendre mes études. Donc, quand on regarde versus un parcours classique, 2 licences pro sur le papier, c'est 1 an de perdu Ouais. et ça m'a poussé à la première étape. Mm. Et travailler avant de reprendre ses études, en théorie, c'est 1 an de perdu, mais en réalité, ça m'a permis de savoir que justement, je voulais faire une école de commerce. Donc, il n'y a pas de bon parcours, c'est ça le message. Ouais, c'est le message et que ça peut arriver, ça peut être en zigzag, etc. Et puis déboucher sur quelque chose de super comme tu as actuellement. On a deux petites questions avant que tu viennes à la suite. Une de Foulemata qui dit y a-t-il des langues étrangères requises? Et une de Tom qui nous dit quelles matières sont importantes pour ce métier. Alors ça, j'ai envie de répondre plusieurs choses. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des langues étrangères requises? Dans tous les cas, mesdames et messieurs, l'anglais, aujourd'hui, il faut l'avoir, que ce soit dans le travail ou en réalité dans la vie. Même quand vous allez voyager, même quand vous allez partir en vacances, je regarde, j'ai aujourd'hui plein d'amis à moi hors professionnels où quand on part dans un pays étranger, bon, ils sont pas capables de tenir une conversation. Donc l'anglais, aujourd'hui, tous les moyens vous sont donnés. Les séries sous-titrées, on parlait d'IA tout à l'heure, aujourd'hui, il y a de plus en plus, au-delà de Duolingo, d'outils IA qui vous permettent de pratiquer en autonomie, de parler tout seul chez vous en anglais. L'anglais, c'est nécessaire dans le pro et dans le perso, dans la vie Ouais. plus tard. Donc ça, il ne faut vraiment pas tirer un trait dessus. Sur les langues, j'ai aussi envie d'ajouter que, en fait, vous êtes en troisième, vous vous en rendez pas compte. Je crois en troisième, ou alors il y a aussi des lycées C'est ça, tout à en fait. troisième. Mais en fait, vous n'allez jamais avoir autant de temps dans la vie que vous n'en avez maintenant. Et donc, en réalité, tout ce que vous pouvez apprendre en langue étrangère ou dans d'autres choses, ça vous sera utile plus tard. Donc, l'anglais, pour répondre à la question, j'y reviens, l'anglais nécessaire, mais toute autre langue que vous pouvez avoir, je fais un parallèle au luxe spécifiquement, mais c'est plus pour des métiers de boutique, etc., etc. Aujourd'hui, les vendeurs chez Chanel parlent évidemment tous anglais, mais il y en a beaucoup qui parlent arabe, russe, chinois, etc. Donc, évidemment, ça dépend des métiers, mais gardez en tête que chaque langue étrangère, même les bases que vous allez pouvoir acquérir jeune, c'est de l'or pour plus tard. Donc, Ouais. langue étrangère, c'est nécessaire.
Et il y avait une deuxième question, si je t'ai bien écouté, sur les matières. C'est ça, exactement. Sur ça, franchement, j'ai envie de faire une réponse beaucoup plus généraliste. Gardez en tête, et je le sais, on est tous passés par là, que ça ne me sert à rien. Le théorème de Pythagore ne sert à rien. Je fais toute cette présentation, elle ne me sert à rien. En réalité, c'est vrai, tu es passé par là aussi. On se l'est tous dit. En réalité, ce n'est pas tant les matières qui sont importantes, c'est vraiment ce qu'elles vont vous laisser. Et je trouve que c'est en fait des maths, par exemple, et de la physique, des matières plutôt scientifiques, va vous rester une capacité à poser un problème et y apporter des solutions. Du français, de la philo, etc., va vous rester plus tard le fait de savoir structurer votre pensée, poser un plan. Et si je refais le parallèle par rapport à tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, dans mon métier, qu'est-ce qui est important? C'est savoir bien présenter ses idées finalement à la fin, savoir pitcher un codir, savoir parler à différents niveaux de personnes. Et tout ça, mine de rien, si au collège, au lycée, tu as appris à bien structurer ta pensée, bien poser ton plan, bien amener à cet âge-là ton prof à comprendre tes idées, finalement, c'est toute ta vie la même logique. Donc, il n'y a pas de matière plus importante qu'une autre, mais je dirais quand même qu'il y a deux catégories. Il y a celles qui t'apprennent à penser, à réfléchir, et il y a celles qui t'apprennent à être quelqu'un d'intéressant. Typiquement, l'histoire ne t'apprend pas à réfléchir, mais te donne de la culture. Donc finalement, voilà, je ne sais pas ce que vous pouvez retenir de cette longue réponse, mais j'avais, je pense, l'idée principale. C'est très bien, merci beaucoup. Et donc, pour terminer sur ton parcours, justement, avant qu'on arrive sur l'avant-dernière partie, tu nous disais école de commerce et après les études, cabinet de conseil, donc mission dans le luxe et ensuite Chanel. C'est ça. Encore une fois, c'est l'idée vraiment de cette slide. C'est à chaque fois l'expérience 1 qui mène à l'expérience 2, qui mène à l'expérience 3. J'étais en cabinet conseil, généraliste. Pas de passion particulière pour le luxe, mais bon, il se trouve que voilà, j'ai fait une mission longue chez un acteur français très connu, et c'est ça qui m'a donné l'étiquette luxe et qui a fait qu'à la fin, j'ai abouti chez Chanel. Donc vraiment, comme je le disais tout à l'heure, ceux qui ont la chance d'avoir une passion, qui ont la chance d'avoir un projet clair, tant mieux, mais pour les autres, pas d'inquiétude. Ouais. Et toi, c'est plus passé en fait par ta formation professionnelle finalement, et après tu es rentré dans le luxe que de prime abord une passion pour le luxe dans laquelle tu es rentré, alors que des fois on est plus sur des profils qui préfèrent rentrer dans leur secteur passion et après trouver n'importe quel métier. Soit c'est plus par le métier que tu es rentré ensuite dans le luxe en fait. Exactement. Très bien. Très bien, très bien. Et on peut enchaîner sur l'avant-dernière partie, mesdames et messieurs. J'espère que vous êtes prêts pour les plus et les moins du métier de Nicolas. Est-ce que ça te dit qu'on commence par les petits moins? Comme ça, après, au moins, on termine sur une note plutôt positive. Carrément. Alors, les moins, c'est des... comment dire, c'est les aléas, hein. C'est pas des vrais moins, c'est pas une souffrance au quotidien. Mais c'est vrai que dans les grosses entreprises comme Chanel, les processus de décision peuvent être parfois longs, parfois complexes. D'où, encore une fois, j'y reviens toujours, hein, mais l'importance de savoir présenter, de savoir convaincre. Et ce que j'aime le moins aussi, j'ai mis en petit moins aller à l'encontre du rationnel. Donc, vous l'avez compris, moi, mon métier est très rationnel, très data. Pour autant, Chanel, c'est une marque d'image, c'est une marque de luxe. Et donc, parfois, il y a des éléments qu'on va réussir à prouver dans la donnée. Et finalement, on ne va pas intégrer cette version qui fonctionne mieux parce que pour des raisons d'image, Chanel, en tant que marque, va dire écoutez, non, on va plutôt rester comme ça. Donc, c'est mon métier chez Chanel, c'est toujours vraiment une discussion, c'est trouver un compromis entre finalement l'image et justement le rationnel que je de fait par mon métier. Non, mais tu as tout à fait de raison de souligner ce point-là qu'on n'avait pas trop abordé. C'est vrai que chaque marque a un peu ses codes, et encore plus dans le luxe, et encore plus pour Chanel, qui a ses codes qui lui sont propres, qui lui sont particuliers, qui a une maison qui respecte aussi des choses qui sont ancrées depuis des années, des dizaines d'années, mais qu'en même temps, il y a tout ce dont toi aussi tu vas avoir à faire, c'est-à-dire les nouveautés, les nouveaux médias, Internet, etc., qui bougent tout le temps. Comment on arrive à relier les deux? Toi aussi, tu vas pouvoir mettre en avant des missions, des objectifs que tu peux avoir d'une certaine manière, mais que la maison Chanel, entre guillemets, va un petit peu te réfréner pour te dire oui, mais ça, c'est pas vraiment en accord, entre guillemets, avec nous, la représentation de notre maison. Donc, tu fais très bien de mettre ce point-là. Avec notre DA, notre direction artistique. Exactement, tu as réussi à placer le terme DA, c'est très bien, je t'en félicite.
C'est super. OK, donc ça, c'est pour les petits moins qu'on peut comprendre. Encore une fois, voilà, c'est le petit moins, mais regardez tous les plus qu'apporte le métier de Nicolas qui va nous présenter. Bah, il y a beaucoup de plus en réalité. Après, encore une fois, c'est des plus liés à moi, liés à ma personnalité. Donc, c'est vraiment ce que j'aime dans mon travail. C'est pas une généralité. Certains ne se retrouveront peut-être pas dans mon périmètre et dans mon rôle. Moi, il me correspond pour 3 points précisément. Le premier, c'est le fait que les missions courtes. Donc, pour que vous compreniez bien ce que j'essaie d'évoquer ici, dans les grandes entreprises, j'ai beaucoup de collègues qui travaillent sur des projets où l'horizon de ce projet, parfois, c'est 1 an, c'est 1 an et Mmh. demi, c'est 2 Ouais. ans. Moi, j'ai besoin d'avoir des satisfactions fréquentes. Donc, un test, on l'a dit tout à l'heure, par exemple, sur une page où il y a beaucoup de trafic, ça peut être 2 semaines. En 2 semaines, je suis capable de dire, OK, j'ai eu cette idée et voilà ce qui s'est passé. Donc, en gros, j'ai besoin de satisfactions fréquentes, donc plutôt des missions courtes, plutôt des petits projets. OK. Le deuxième point, c'est avoir de l'impact. Et encore une fois, vu qu'on est sur une logique méthodologique, mathématique, quand on lance un A/B testing, comme je le disais tout à l'heure, à la fin, on va regarder ce qui s'est passé et on est Ouais. vraiment capable de dire, cette version, elle marche mieux Mmh. à ce point-là. Et donc, en fait, on est capable de faire un calcul de financièrement, j'ai pu, via cet A/B test, si je fais une projection annuelle, ramener tant d'argent, tant d'uplift, tant de gains, quelque part, additionnels via mon évolution. Donc, c'est Ouais. court, c'est concret, ça bouge, quoi. C'est Ouais, c'est dynamique. satisfaisant, ouais. Ouais. Et du coup, le dernier point, parce que parfois, on peut se demander comment un mec à qui on a toute sa vie dit qu'il devait faire commercial a pu finir à passer sa vie derrière un ordi. En réalité, c'est pas un travail de geek finalement. Il y a beaucoup d'humains. C'est un travail d'équipe. On collabore avec des équipes business, on collabore avec la DA, on collabore avec des développeurs. Donc en réalité, on a un rôle de coordination. On parle à beaucoup de gens. Donc, il y a cette partie-là humaine que j'aime bien et j'ai aussi mis l'influence sur les parcours parce que des fois, c'est fou de se dire juste en changeant ça, voilà à quel point j'ai pu impacter le comportement des utilisateurs. Donc, il y a aussi une notion de compréhension de l'humain, des gens, de comportement finalement naturel que j'ai moi-même sur des sites au quotidien quand je m'en sers. Mais voilà, il y a ce côté très humain aussi que j'aime bien dans ce métier-là. Ouais. Bah, écoute, c'est super, ça fait plein de plus. Est-ce que ces plus vous ont parlé encore une fois? Est-ce que le métier justement de Nicolas vous a parlé? N'hésitez pas à nous le dire justement sur cette fin de live. Et pour conclure justement ce live métier, on va passer par la dernière partie qui est cliché ou anecdote. Qu'est-ce que tu nous as choisi? Alors, j'ai mis un cliché parce que je sais, donc je l'ai dit que moi, c'était pas. J'ai plus une passion pour mon métier que pour le luxe de prime abord, même si après des années chez Chanel, évidemment, maintenant, j'adore aussi finalement cette thématique. Mais il y a beaucoup de gens, je le sais, qui ont vraiment ce goût du luxe, cette passion du luxe. Je le vois dans ceux qui passent des entretiens de recrutement chez Chanel. Il y a plein de gens qui viennent des codes, etc., où c'est vraiment une vraie vocation. Ouais. Et donc, je vois souvent ce cliché de travailler chez Chanel, c'est un truc de fou. C'est-à-dire, même socialement, quand on te demande ce que tu fais, souvent les gens sont là, oh, mais ils te demandent même pas ce que tu fais comme métier. Il y a une image, Oui, une c'est ça. espèce d'aura finalement à cette entreprise qui Ouais. peut parfois faire peur, inquiéter. Donc, mon cliché ici s'adresse aux gens qui nous écoutent et qui peuvent avoir cette vocation plus tard de travailler dans le luxe. Sachez qu'en réalité, il n'y a pas de règle, c'est pas Mmh. inaccessible. Il y a plein de métiers et de plus en plus, finalement, je trouve que les métiers, notamment du digital et de la data, se démocratisent. C'est-à-dire que 10 ans en arrière, il fallait avoir fait une top grande école, etc. L'offre de formation s'est développée. Ouais. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a des formations dans le digital qui sont parfois bien meilleures dans des écoles spécialisées, parce que bien plus concrètes, bien plus voilà. Donc voilà, c'est travailler chez Chanel, ça n'est pas un truc de fou, c'est accessible, c'est un truc de fou, évidemment, c'est très bien, mais ce n'est pas inaccessible. Ouais. Donc voilà, vous mettez pas de barrière si c'est une ambition, une volonté que vous avez de travailler un jour chez Chanel ou de manière générale dans un grand groupe, une grosse organisation, ça peut être n'importe quoi. Je prends l'exemple de Chanel parce que j'y suis, mais il y a parmi vous des gens qui peuvent dire un jour je veux travailler chez Facebook, un jour je veux travailler chez Google, un jour je veux Mmh. travailler chez Amazon, chez Tesla. J'en sais rien, chez peu importe la grosse entreprise qui pourrait vous plaire, c'est des gros noms, mais en fait tout est possible. Ouais, tout est possible. Et puis en plus, ce qui est sympathique, c'est que ton parcours, il peut aussi le prouver, comme on l'a vu tout à l'heure. Le terme zigzag était présent.
et ben avec un parcours en zigzag, vous pouvez quand même finir dans ce genre d'institution et notamment Chanel. Donc voilà, vous pouvez y accéder. Merci beaucoup pour cette présentation, Nicolas. De mon côté, j'ai plus qu'à te demander, est-ce que tu as un dernier mot à dire? Alors, un mot, ça va peut-être être un peu rapide, une dernière phrase, un dernier paragraphe à dire justement aux élèves qui nous écoutent, voilà, leur Bah, conseiller en tout. réalité, j'ai toujours apprécié, moi, chez mes profs, la répétition des idées qui voulaient qu'on retienne en fin de cours. Donc là, s'il y a quelques idées que j'aimerais bien que vous reteniez de cet échange, c'est, bah, je l'ai dit, si vous avez un projet clair, c'est bien. Si vous n'en avez pas, pas de crainte, ça viendra, ça va se développer. Mmh, Deux, et ça, je trouve très important, je l'ai dit, mais je le redis, vous n'avez jamais autant de temps qu'aujourd'hui, donc utilisez-le à bon escient. Et aussi, j'ai envie de dire, en fait, ayez confiance en vos forces. C'est-à-dire, faut aussi vous écouter dans vos choix. Donc, si ouais, vous avez le sentiment d'être bon dans quelque chose, si on vous dit que vous êtes bon dans quelque chose, capitalisez là-dessus. Donc ça, c'est vous écouter vous-même. Et à l'opposé, en fait, justement, n'écoutez pas ceux qui veulent vouloir parfois vous décourager. Ça arrive dans la vie. On peut se faire entendre dire que, bon, bah voilà, on n'a pas sa place ici, ou on ferait mieux de faire ça, etc., etc. Voilà, faut s'écouter. Donc, avancez confiant. très bien, ouais, je te suis particulièrement sur ce point-ci. Ayez confiance, soyez conscient aussi de vos forces, soyez aussi conscient des fois de vos petits points que vous pouvez améliorer, comme ça vous permet aussi de voir ce que vous pouvez améliorer, mais n'ayez pas peur d'être confiant sur vos points forts et de les mettre en avant. Merci beaucoup Nicolas pour cette présentation. Je sais désormais ce que c'est qu'un CRO Leads, alors qu'au tout départ, il y a encore 40 minutes de ça, 45 minutes de ça, je doutais de ce que c'était. Donc un grand merci à toi pour cette présentation qui a été beaucoup plus simple pour moi. J'espère qu'elle a été pour les élèves. On a pas mal de merci dans le chat. Voilà, donc je pense que les élèves ont apprécié ta présentation. Merci Nicolas, de Mélina, Julia qui nous dit merci Nicolas aussi également, Tom qui a dit merci. Donc voilà, un grand merci à toi pour cette présentation. Nous, de notre côté, on va se retrouver juste après la petite pause pour faire la synthèse de la matinée et finalement un peu la synthèse de la journée, puisque cet après-midi est libre pour vous. Sixtine va venir me rejoindre sur le canapé. Encore une fois, un grand merci à toi, Nicolas, et on te souhaite tous et toutes une très très bonne journée.